Okay, so good morning again. Bonjour à tous et à toutes. Wherever you are joining us from, Euh, let me welcome you to Vous the êtes first tous et toutes les bienvenus à ce 2023 webinaire du 27 septembre 2023. on family planning, sexual and reproductive Aujourd'hui, nous health. avons le grand privilège d'accueillir le docteur Jason Brenman, qui est Senior Director, directeur des données à Family Planning 2030. He will be talking to us on family planning Et nous aids allons parler donc and advanced de comment faire progresser la mesure de la planification familiale. Moi, je suis le docteur Akani. I also have Je suis président de ce panel this panel. We gave our et presentation to Bill and Melinda Gates Foundation. The Gates c'est Foundation l'Institut Bill et Melinda Gates Maryland for prevention. à l'Université Johns Hopkins à Baltimore qui a soutenu et qui soutient donc ce panel de discussion. So then you can take it up from there. So Dr. Jason Berman, PhD and PH, is family planning 2020. Donc, le docteur Jason Brandmer, comme je vous le disais, est directeur senior des données et de la mesure à Family Planning 2030. Il apporte son expertise technique à la traduction des données en décisions politiques, en documents politiques. Il travaille beaucoup donc, dans le suivi et évaluation des programmes internationaux. Il a travaillé avant au Population Reference Bureau. Il est diplômé de santé publique. Et il a travaillé dans de nombreux pays de l'initiative Family Planning 2030, dont le Rwanda, la Tanzanie, l'Ougandie, au Kenya, beaucoup de pays en Afrique, mais aussi au Népal. Donc c'est donc le directeur des données et c'est dans ce cadre-là qu'il dirige la nouvelle approche de mesure des indicateurs de planification familiale au sein du mouvement Family Planning 2030 dans l'objectif d'atteindre dans le but d'atteindre les objectifs et les engagements de ce partenariat. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de donner la parole à Jason Bremner. Et si vous avez des questions sur cette présentation, vous pouvez les indiquer dans le chat ou dans le chat réservé aux questions et réponses. Merci Akani, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'avoir invité. Merci à l'Union pour l'étude de la population africaine de m'avoir invité. Et comme vous le savez, ce panel scientifique dédié à la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive a été très actif ces derniers mois. Et je fais aussi partie du groupe de travail technique sur ce thème-là. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler un peu de l'histoire de FP 2020 et de comment on mesurait les données à l'époque et comment est-ce on est passé au travail qu'on fait aujourd'hui en tant que FP 2030. Et je vais essayer de parler un peu des difficultés, des défis qu'il faut qu'on relève en partenariat, donc avec des alliés, des partenariats, pour faire progresser nos mesures de la planification familiale. Et j'espère qu'on pourra lancer une discussion sur comment est-ce que les membres de l'UEPA, de l'ICFP, comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour faire progresser ces indicateurs, ces mesures. Comme Dr Akani nous l'a dit, vous pouvez écrire, la fenêtre de chat est ouverte. Moi, j'aime toujours qu'il y ait une discussion ouverte et dynamique. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans la fenêtre de chat. Vous pouvez aussi publier des liens si vous avez des ressources que vous aimeriez partager. Et je sais qu'il y a un service d'interprétariat. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui préfèrent écouter cette présentation en français, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez sélectionner cette langue en bas de votre écran. Ma présentation va être assez courte, à vrai dire, donc on pourra avoir une discussion assez dynamique, je l'espère.
Je suis heureux de voir que je vois beaucoup d'amis, de collègues qui sont connectés, mais aussi des nouveaux noms. Donc, alors, avant de parler des prochains avancements on espère mettre en œuvre, j'aimerais vous donner un peu le contexte de d'où on vient en fait et sur quel point est-ce qu'on s'est vraiment amélioré. Donc d'abord, je vais vous parler un peu des succès des mesures de FP 2020. Alors, moi, avant que j'ai rejoint FP 2020, j'étais à Population Reference Bureau et je travaillais avec les décideurs, les décideuses. Et on travaillait sur comment communiquer au mieux nos données. On a travaillé avec beaucoup de plaideurs, de plaideuses. Et je dois dire que on avait souvent l'impression d'être limité à l'époque aux données qui étaient disponibles de manière assez régulière, c'est-à-dire les enquêtes démographiques et de santé, les enquêtes indicateurs multiples par grappe. Donc, au Kenya, par exemple, où j'ai travaillé, j'ai rencontré le directeur de l'EDS là-bas et on avait des données là-bas depuis 2008, mais on a dû attendre très longtemps avant d'avoir des données de la prochaine enquête. Il y avait cette histoire que vous connaissez peut-être beaucoup au Kenya, de cette espèce de stagnation de la situation de la planification familiale au Kenya, et on a attendu, mais le gouvernement faisait de la planification familiale une priorité, mais on n'avait pas beaucoup de données, en fait, pour savoir si les choses avaient changé ou pas. Et donc, ça a pris des années avant qu'on ait cette nouvelle enquête sur la planification familiale pour qu'on puisse vraiment confirmer si les choses avaient évolué ou pas. Et je pense que cette histoire, en fait, ce cas, s'est répété dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, et pendant très longtemps. Donc, on avait aussi des statistiques de services sur la planification familiale, mais leur qualité était souvent remise en question. La couverture de ces statistiques était souvent incomplète, donc il y avait certains sites de prestations de santé qui rapportaient pas leurs données finalement. Et puis il y avait du coup un problème d'utilisation, enfin ces données n'étaient pas vraiment utilisées de façon égale. Et puis enfin, il y avait aussi beaucoup d'indicateurs pour lesquels différents partenaires utilisaient des définitions différentes, des indicateurs qui étaient adaptés. Enfin, c'était assez difficile de pouvoir comparer les pays dans le temps selon des indicateurs spécifiques. Voilà, et donc il y avait un manque d'harmonisation en fait des indicateurs. Et donc ça, c'est notre histoire. Ce que je veux pas dire, la planification familiale a bénéficié de beaucoup d'investissements dans ces types d'enquêtes, bien sûr. Elles ont été très importantes, mais on est arrivé à un point où on ne voyait pas beaucoup de progrès, en fait, et où les progrès étaient trop lents. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel FP 2020, avec d'autres investissements, est intervenu. Donc, quand on a lancé les objectifs du partenariat de FP 2020, il y avait un désir explicite de surveiller les progrès, de les suivre dans le temps jusqu'à atteindre ces objectifs, d'ajouter, donc c'était, je crois, 120 millions de femmes additionnelles utilisant la contraception dans les pays les plus pauvres du monde. Et donc, on a établi un ensemble d'indicateurs de base pour nous donner une lecture globale des progrès sur une base annuelle et qui nous permettrait donc d'avoir les mêmes indicateurs dans différents pays pour pouvoir les comparer. Donc ça a été établi par un groupe d'experts des données, des mesures. Ce groupe existe toujours aujourd'hui et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc, ce type de rapport de données,
En fait, bon, il peut être mené au niveau mondial, comme le fait par exemple l'ONU, mais ça garantit pas que les partenaires dans les pays s'approprient vraiment ces données et qu'ils comprennent où ces données viennent. Et donc, pour nous, c'était important d'établir un processus dirigé par les pays pour examiner les données, évaluer les progrès et rapporter, faire des retours à FP 2020. Et ça a donné lieu à un rapport annuel sur les avancées du partenariat FP 2020 qui résume en fait les données mondiales et régionales clés. Et avant ça, on avait par exemple le rapport du Fonds national de l'ONU pour la population, mais il ne focalise pas particulièrement sur la planification familiale. Ça donnait plus à voir un ensemble d'indicateurs un peu généraux et ça ne nous permettait pas d'approfondir certains aspects importants des programmes de la planification familiale. Et c'était pour nous donc important que ce soit les pays même qui puissent évaluer la disponibilité des méthodes, la distribution de la gamme des méthodes offertes, etc. Et on va en parler un peu plus. Mais donc en plus de se focaliser sur la planification familiale, on a aussi amélioré notre suivi du financement de la planification familiale. Alors, les indicateurs de base de FP 2020 étaient au nombre de 18, avec certains sous-indicateurs, vous les connaissez sans doute. Vous savez qu'à l'époque, on essayait d'évaluer le nombre d'utilisatrices additionnelles de la contraception. Donc ça, c'était au niveau mondial, mais au niveau des pays, les pays, eux, évaluaient une série différente d'indicateurs qui répondaient directement à leurs objectifs de leurs programmes nationaux qu'ils avaient eux-mêmes établis. Bien sûr, ils s'étaient fixés, ou ils se sont fixés, ces pays, des objectifs pour le taux de prévalence contraceptive moderne. Ça inclut aussi réduire les ruptures de stock, aussi l'année protection couple, l'APC, les statistiques de services et quoi d'autre ? Aussi des indicateurs qui permettaient de refléter la qualité des services, le conseil reçu par les utilisatrices et d'autres indicateurs qui reflètent un peu plus l'impact de l'utilisation contraceptive en termes de combien de grossesses non désirées étaient évitées, combien d'avortements à risque non sécurisés étaient évités, etc. Et également aussi le taux d'interruption et de changement de méthode. Donc ça, c'était les indicateurs rapportés donc jusqu'en 2022. Alors, donc ce processus a été établi par le projet Track 20, qui est le partenaire clé de FP 2020 pour la collecte et l'analyse des données. Et il y avait aussi un chargé du suivi et évaluation au niveau des pays qui nous aidait à agréger les données, à définir les modèles statistiques pour produire donc des estimations annuelles, des indicateurs clés et nous aider aussi à rassembler toutes ces informations. Et à peu près en juillet, on se réunissait pour les réunions de consensus avec différents partenaires au niveau des pays pour évaluer les progrès, évoquer, se demander s'il y a eu des avancées, s'il y a eu des difficultés qui nous ont fait changer les priorités. On parlait de plaidoyer, de changement politique. Et puis enfin, ces données ont été rapportées donc à Track 20 et à FP 2020 pour pouvoir produire ce rapport mondial. Donc, on a toujours su que les indicateurs de base n'étaient pas suffisants
à eux seuls pour évaluer le progrès véritable. Ils sont là pour nous encourager, pour nous donner des indicateurs. Ce sont en fait des éléments constitutifs de ce rapport annuel et de ce processus pour lancer un dialogue autour des données. Mais on a toujours su qu'il fallait examiner plus profondément certaines statistiques en fonction des priorités des programmes, par exemple sur le changement social et comportemental, pour les jeunes et les adolescents, aussi par exemple pour la planification familiale post-partum et après avortement. Et donc, bien sûr, on sait que ces indicateurs de base n'étaient pas sans défaut, on le sait. On savait qu'ils n'offraient pas une image complète de la situation, mais du coup, ça nous a remis en cause. Puisqu'il y avait des problèmes, des difficultés, comment les surmonter, comment améliorer nos indicateurs, notre façon de les mesurer. Donc, ce qu'on a toujours fait, nous, on a toujours été très transparents sur comment parler de ces difficultés, de ces limites, en fait, des indicateurs dans nos rapports annuels. Ici, vous voyez la couverture de chaque édition du rapport annuel de FP 2020 et aujourd'hui de 2030. Moi, j'ai travaillé sur 3, 4, 5, 6, 7. J'ai travaillé sur 7 éditions de ce rapport. Et mon équipe travaille avec les coordinateurs à Track 20. Enfin, on est en train de travailler avec eux sur le rapport 2023 qu'on va publier soit à la fin de cette année, soit au début 2024. Et donc, l'idée à travers ces rapports, c'est d'offrir une vue d'ensemble et on souligne, on ne se cache pas derrière les limites de nos indicateurs, on les met en lumière aussi. Donc, ce processus de rapport annuel, ça nous a amené aussi à des opportunités de réexaminer certaines données de manière nouvelle, avec un regard neuf. Et un élément dont on a beaucoup parlé, c'est la croissance du nombre d'utilisatrices de la contraception moderne. Et là, on ne parle pas simplement des contraceptives additionnelles, mais la base un peu du nombre total d'utilisatrices que les programmes doivent servir tous les ans. Et en fait, il y a eu une croissance assez globale, régulière, même si, par exemple, dans le cas du Kenya, il y a eu une stagnation au milieu des années 2000. On a connu une stagnation en termes de prévalence, mais la population en âge de se procréer était en pleine croissance. Donc finalement, l'utilisation de contraceptives était en augmentation également pendant cette période. Et ça, c'est le cas dans tous les pays dans lesquels travaillent FP 2020 et 2030 aujourd'hui. Donc, même dans les pays comme le Nigeria, par exemple, où cette croissance a été lente, le nombre total d'utilisatrices de la contraception que les programmes locaux servent est en fait en croissance. Donc ça, c'est quelque chose je trouve que c'est FP 2020 qui a permis de mettre ça en lumière et d'avoir cette perspective-là. Donc c'est juste un exemple de comment est-ce qu'on utilise nos mesures pour aborder des sujets clés et très importants. Alors, je crois que beaucoup d'entre vous connaissaient c'est la tendance en forme de S de la croissance de la prévalence contraceptive moderne. Ça nous donne une vision assez conceptuelle de ce que les pays, ce à quoi ils peuvent s'attendre en termes de croissance de leur taux de prévalence contraceptive moderne. Et avec différentes attentes, donc, en fonction des phases dans lesquelles se trouve chaque pays. Donc, si, par exemple, les pays ont une très forte prévalence, ils ne devraient pas s'attendre à avoir une très grande croissance également. Généralement, la croissance ralentit, se stabilise un peu.
Donc, quand vous en arrivez à ce point-là, vos priorités doivent changer. Peut-être que vous devrez vous focaliser plus sur les populations marginalisées ou défavorisées, ou alors vous assurer que le financement soit durable. Donc, les priorités des pays à ce stade-là vont être amenées à être très différentes. Des pays qui se trouvent au début, disons, de leur croissance du taux de prévalence contraceptive. À ce moment-là, il faut travailler plutôt sur les normes sociales, sur l'offre, en fait, sur la disponibilité des méthodes. Donc ça, c'est des concepts qu'on a explorés avec Track 20 et on a vu que les pays le fait d'avoir pu comprendre cette évolution a permis aux pays de définir de manière plus efficace leurs priorités. Alors, le rapport annuel de FP 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se focalise aussi sur le suivi du financement de la planification familiale. On s'est focalisé sur donc les gouvernements bilatéraux qui financent la planification familiale et aussi le secteur privé. Et vous voyez ici que ça, c'est un graphique de la fondation de la famille Kaiser sur la répartition des dépenses des gouvernements pour la planification familiale. Et en haut des barres, vous voyez, c'est le montant total des dépenses. Vous voyez la dernière étude dans ce rapport date de 2021. Et vous voyez des fluctuations. Et on a aussi, vous pouvez voir aussi, on a divisé chaque barre par barre bailleur de fonds. Donc chaque couleur reflète un pays différent. Ce graphique en fait est interactif. Vous pouvez, là je vais pas aller dans les détails et je vais pas parler des fluctuations, mais si vous avez des questions là-dessus plus tard, n'hésitez pas à les poser. Mais ce que ce graphique souligne, c'est que même dans cette période entre 2012 et 2021, on ne voit pas, malgré ces petites fluctuations, on ne voit pas d'énormes augmentations du financement de la planification familiale, alors qu'on a vu, au regard du graphique antérieur, sur le nombre d'utilisatrices total, celui-là continue à augmenter. Et pourtant, le financement n'a pas suivi cette courbe. Donc ça nous permet de générer une conversation sur est-ce que les bailleurs de fonds financent suffisamment, de manière appropriée, la planification familiale au regard de la demande actuelle. C'est ce genre de conversation que nos données peuvent générer. Et alors, on s'est rendu compte aussi, donc j'ai mentionné quelques succès de nos données, mais notre groupe de travail a aussi donc établi un agenda des données sur la planification familiale qui est tourné vers l'avenir, qui est remis à jour de manière annuelle pour continuer à améliorer ces mesures de la planification familiale en se focalisant sur l'alignement de ces indicateurs, l'harmonisation donc de ces indicateurs. Et j'ai aussi mentionné que ce groupe d'experts a mis en lumière aussi les limites et les difficultés, les défis de ces indicateurs, de la façon dont on les mesure. Donc, vous voyez les images qui sont à droite de l'écran, là, c'est un résumé des produits qu'on génère. Donc, par exemple, des publications, des commentaires, pour essayer, donc on a essayé de mettre en lumière les difficultés concernant l'harmonisation des indicateurs de multiples manières. Donc les partenaires, par exemple, ont fait des recommandations sur la meilleure manière de mesurer quelque chose. Et puis, se sont focalisés sur les enquêtes pour changer et adapter ces recommandations. Donc ça, c'est inclus dans... Par exemple, on a proposé aussi des nouvelles questions à l'EDS.
Et donc, ces recommandations spécifiques ont été donc mises en œuvre de manière différente selon les contextes. Et on a aussi réfléchi à de nouvelles manières de communiquer les données. Ça fait partie aussi de nos recommandations. Je vais demander à mon collègue Yacine qui est là de nous mettre dans le chat un lien vers ces ressources. À la fin de FP 2020, on avait le sentiment qu'il nous fallait communiquer nos leçons, en fait, nos apprentissages de toutes ces années de mesures. Et donc, on a organisé une série de webinaires. Peut-être que certains d'entre vous avaient participé à ces webinaires. Et pour les nouveaux et nouvelles d'entre vous, j'ai toujours l'impression qu'il faut c'est important toujours de ne pas perdre de vue ce qu'on a fait par le passé. Ça nous permet de me focaliser sur ce qui suit. Mais ça a permis donc d'établir la base de comment on en est arrivé là et pourquoi est-ce qu'on est en train d'opérer les changements qu'on est en train d'opérer actuellement. Et ça me permet donc de passer à FP 2030 aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait pour continuer à améliorer nos indicateurs. Alors d'abord, avant de penser qu'on avait besoin de tout recommencer, bien sûr, quand on est passé au partenariat FP 2030, on a d'abord demandé à la communauté, à travers une série de questions, de groupes focaux, de webinaires, on leur a demandé qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on devrait continuer à mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on devrait changer. Et le groupe de travail a aussi, un par un, est allé analyser donc, le cadre d'indicateurs et pour évaluer, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'on doit changer certaines choses? Est-ce qu'on devrait supprimer certains indicateurs? Est-ce qu'on devrait en ajouter de nouveaux? Et le point de départ, c'était les leçons donc, qu'on a tirées et ce qu'on a appris des communautés, leur retour et ça, c'était notre point de départ. Donc, ce qu'elle nous a dit la communauté, c'est que se focaliser sur toutes les femmes et pas seulement les femmes mariées était essentiel. FP 2020 a toujours demandé aux pays de rapporter leurs données pour toutes les femmes. Tous les pays ont des objectifs de contraceptif prévalence pour toutes les femmes. Parfois, ils le divisent entre toutes les femmes et femmes mariées. Mais donc c'est pour ça que pour nous, c'était important de quand même désagréger cet élément pour distinguer les femmes mariées et toutes les femmes. Et vous pouvez avoir donc des estimations là-dessus depuis 2012 jusqu'à l'année du dernier rapport, donc c'est-à-dire 2022. Donc on ne rapporte plus de données sur les utilisatrices additionnelles, mais on se focalise maintenant plutôt sur le nombre total d'utilisatrices. On a fait ça de manière explicite parce que c'est important d'avoir cette donnée pour comprendre le volume de services qui est nécessaire. Et on est toujours focalisé aussi sur l'importance d'élargir le choix contraceptif et la disponibilité des méthodes, mais on sait qu'il y a des dynamiques très importantes autour des méthodes traditionnelles dans les pays et on trouve que c'est important de comprendre, enfin pas simplement comprendre, mais aussi rendre visible cette utilisation des méthodes traditionnelles. Et donc on commence à compter aussi l'utilisation des méthodes traditionnelles dans les pays où cette prévalence des méthodes traditionnelles est supérieure à 5%.
Et donc pour ces pays-là, vous pourrez donc avoir les estimations de l'utilisation des méthodes traditionnelles également. Donc j'ai mentionné qu'on a mis à jour certains indicateurs clés et on continue à actualiser certains indicateurs à la fois dans la façon dont on les rapporte, mais aussi concernant la disponibilité de certains indicateurs. Donc, notre objectif, c'est de donner aux gens plus de données et aussi plus de désagrégation sur certains indicateurs, en particulier sur les sources des méthodes. Maintenant, vous pourrez trouver cette source divisée selon le public ou le privé. Et vous pouvez voir cette désagrégation par méthode dans tous les pays pour lesquels on a ces données. Et on voulait aussi mettre en lumière le fait que toutes les estimations avec lesquelles on travaille ont des intervalles de confiance. Et aujourd'hui, donc, on parle de ça. En fait, quand on parle d'estimation, on parle d'une fourchette. Et c'est important de comprendre ça pour comprendre pourquoi dans les pays, si vous avez deux enquêtes, peut-être qu'elles n'ont pas exactement la même estimation. Une estimation pourrait être un peu plus élevée que l'autre. Est-ce que ça reflète un manque de progrès ou pas? Pas nécessairement si les résultats sont dans la fourchette, dans l'intervalle de confiance. Donc ça, c'est très important pour pouvoir comprendre et bien interpréter les données. Et puis aussi, ce qui est très important pour FP 2030, c'est que on a augmenté, on documente de plus en plus de données sur la santé sexuelle reproductive des jeunes et des adolescents et adolescentes au-delà de l'utilisation contraceptive moderne. On documente l'âge au premier rapport sexuel, au mariage, à la première naissance, et aussi bien sûr l'utilisation contraceptive. Donc ça, c'est très important pour comprendre les événements clés au cours de la vie. Et toutes ces données ces estimations sont toutes disponibles sur le site internet de FP 2030. Alors, je ne vais pas voir ça en détail, c'est le cadre de mesure actuel et l'ensemble d'indicateurs clés que les pays rapportent. On a à peu près 25 indicateurs et certains sont plus approfondis aussi, donc je ne vais pas vous tous les mentionner. Beaucoup sont les mêmes qu'on documentait déjà avant, mais on en a ajouté des nouveaux et on les examine de manière continue. On se pose toujours la question, est-ce que ça nous apporte des informations pertinentes pour les pays, pour les bailleurs de fonds, pour la communauté internationale, pour comprendre les avancées? Alors, cette approche des pays du bas vers le haut, disons, n'a pas changé. Ce sont toujours les gouvernements qui d'abord doivent s'engager, se fixer des objectifs. Et par contre, l'étendue de ce que veulent faire les pays a changé. Les pays qui font partie du partenariat a changé. Avant, on se basait simplement sur les pays à revenus faibles, en fonction du PIB par habitant. Et on a vu, bien sûr, on sait que le PIB change, que le niveau de revenus des pays change aussi. Il y a eu quelques pays qui ont voulu prendre des engagements et qui ne faisaient pas partie des 69 pays qui ont fait partie de FP 2020. Et donc pour FP 2030, on a décidé de supprimer cette barrière du niveau de revenu. Aujourd'hui, on accepte n'importe quel pays et on encourage les engagements des pays en Amérique latine, par exemple, qui sont principalement des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. On aimerait aussi qu'en Afrique du Nord, en Asie centrale, dans les îles du Pacifique, qu'ils prennent aussi des engagements. En termes de rapport des données, ça soulève des questions assez délicates. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un rapport mondial
Et là, on se heurte à des problèmes de disponibilité des données, d'harmonisation des données, et qu'on n'a pas encore complètement résolu. Donc, comme point de départ, le groupe de travail avec la direction de FPI 2030 a décidé de commencer avec un rapport annuel sur 82 pays à revenus faibles et pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des pays à revenus intermédiaires supérieurs qui font partie du partenariat également. Et plus tard, on va inclure ces pays, donc y compris dans le rapport annuel de cette année, on aura ces nouveaux pays reflétés aussi. Et puis on sait que les pays peuvent changer de catégorie de revenus d'une année sur l'autre. Donc comment est-ce qu'on va gérer ça? Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Donc par exemple, cette année, la Jordanie est repassée à la catégorie du dessous. Et donc on les réintègre dans le rapport annuel. Donc on s'adapte à ça d'année en année. On n'arrêtera jamais de mesurer, d'estimer les données pour un pays, même si un pays continue à progresser en disant sur l'échelle des revenus, on continuera à documenter et à suivre leurs données. Mais peut-être que pour les prochaines années, on pourrait faire un rapport annuel simplement sur les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait à peu près 60 à 80 pays de plus qui seraient ajoutés. Et ça ferait en tout à peu près 150 pays par an. Donc on a choisi de faire ça. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a décidé de faire par la suite. Mais on est aussi heureux d'avoir vos retours. Et si vous avez d'autres suggestions, elles sont les bienvenues. Alors, le processus de rapport pour les mesures de FP 2030 n'a pas changé. Ces conversations doivent être menées au niveau des pays et doivent être dirigées par les pays. Et notre objectif, c'est vraiment que les données soient utilisées par les pays pour prendre des décisions politiques. Les pays doivent examiner et valider leurs pays et leurs indicateurs. J'espère que vous savez déjà que FP 2030 a des plateformes régionales. C'est quelque chose de nouveau et c'est une nouvelle architecture avec laquelle on travaille qui fonctionne bien jusque-là. Et puis, ça nous permet d'offrir un espace pour que chaque pays puisse déterminer leurs priorités. Et on voudrait aussi élargir la participation dans la sélection des thèmes des rapports annuels. Et ça nous permet aussi de continuer à avancer, à faire progresser cette conversation au-delà de l'accélération de la croissance, au-delà de ce discours-là. On sait que des régions comme en Amérique latine, par exemple, dans les Caraïbes, il y aura d'autres conversations, par exemple, sur les grossesses chez les adolescents, la disponibilité des méthodes, etc. Donc, on travaille de manière très active avec nos plateformes régionales pour définir ces priorités selon les régions, les pays. Et on essaie aussi de réimaginer le rapport lui-même et les ressources qu'on met à disposition des pays et de la communauté internationale. J'ai déjà parlé du fait de l'identification des termes, ça se fait au niveau régional. On est en train de construire un nouveau centre de visualisation des données avec des nouveaux tableaux de bord et des ressources pour augmenter l'accès et ma propre capacité à accéder à ces données et aussi et à aussi rendre plus accessibles les rapports d'autres partenaires sur le financement, les commodités, etc. Et donc, en 2024, on devrait mettre à disposition plus de ressources et donc relier les efforts des partenaires autour des données, bien sûr.
J'ai pas envie de dire que c'est un endroit où vous trouverez tout, enfin, parce qu'on utilise ce terme un peu trop facilement, mais on a, on a vraiment envie de créer un espace qui soit beaucoup plus pratique, parce qu'on sait que beaucoup de partenaires dépendent de ces données qu'on publie chaque année. Donc on veut que cette architecture des données, des ressources soit comprise par tous et toutes. Alors moi, j'ai mentionné tout à l'heure ces exemples à droite, mais pourquoi est-ce que je suis ici, moi, aujourd'hui? C'est vraiment pour vous encourager tous et toutes à participer dans ce processus. Parce que on sait que, et on a été critiqué en tant que communauté qui mesure la planification familiale, on nous a reproché d'avancer trop doucement, trop lentement. C'est vrai que ça se passe de manière toujours assez organique, ça dépend un peu de ce sur quoi les gens veulent se focaliser, des financements, du temps dont disposent les gens. Nous, en fonction de la composition de notre groupe de travail, ça peut dépendre vraiment de certaines réunions. Et souvent, ces conversations, c'est vrai, sont diffuses et fragmentées. Euh, Ça peut, c'est vrai, on peut avoir une conversation isolée d'une autre. On travaille par exemple d'un côté avec l'UAP, de l'autre avec ICFP. On a ces réunions un peu disparates, un peu dispersées. Et puis, on a aussi des conversations très intéressantes avec l'Association des États-Unis pour la population. Mais comment est-ce qu'on peut créer un processus un peu plus organisé pour identifier les principaux défis de la mesure de la planification familiale et accélérer les solutions? Donc voilà, ça, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on s'améliore surtout. Alors, le groupe de travail est en train de parler actuellement beaucoup sur comment accélérer ces progrès. On travaille à un nouvel agenda, je dirais, pour nous appuyer sur ce qu'on a déjà construit, puis pour améliorer nos mesures. On sait que la prévalence contraceptive n'est pas nécessairement ce qui intéresse le plus toute notre communauté. On sait que les bailleurs de fonds sont intéressés par d'autres mesures potentielles. On sait que la communauté des bailleurs qui se focalisent sur les questions de genre sont plus intéressés par l'autonomie et toutes ces nuances. Donc, aussi des mesures pour en finir avec la mortalité maternelle et infantile. Donc on comprend, on sait que la planification familiale contribue à tout ça, mais est-ce que c'est à travers l'accès universel et est-ce que ça devrait être notre meilleure contribution, notre meilleure mesure pour comprendre la contribution de la planification familiale à ces thèmes plus larges? Donc il y a des problèmes de définition, il y a des problèmes, des disparités. Si vous demandez à deux personnes, vous pouvez même vous prêter à ce jeu-là. Écrivez dans le chat, qu'est-ce que vous pensez que la planification familiale postpartum est? Quelle est votre définition? Vous verrez qu'on a peut-être tous une définition assez différente. Et on sait que les bailleurs de fonds se focalisent aussi sur les intentions de fécondité. Il y a eu une publication assez récente à la Fondation Gates sur les intentions d'utiliser la planification familiale. Donc pas simplement l'intention de fécondité, mais aussi d'utilisation de la planification familiale. Et j'ai publié cette ressource sur LinkedIn et avec d'autres que je vous encourage à lire. Donc, je voulais vous présenter ici une idée, vous soumettre une idée que nous, à FP 2030, on est en train d'accélérer ce projet-là et on est en train de s'organiser autour de ça avec l'Institut Gates. L'idée, c'est qu'il faut qu'on organise en 2024 un sommet sur les mesures de la planification familiale.
et puis aussi une série de réunions que j'imagine aura lieu à travers des petits groupes de travail. On espère pouvoir réunir différentes parties prenantes pour identifier les difficultés, les limites, les défis des mesures et quels peuvent être les acquis, les gains qu'on peut accomplir sur le court terme. Mais il y a aussi besoin d'investissement sur le moyen et sur le long terme. Donc, j'espère pouvoir incuber une discussion en petits groupes pour définir des recommandations claires, exploitables, pour pouvoir continuer à améliorer, par exemple, des nouvelles questions, des nouveaux modules d'enquête, comment les ajuster, ça. Et je sais que certains et certaines d'entre vous avaient déjà participé à ce type de discussion qui a été menée à travers notre groupe de travail. Je sais que c'est quelque chose qui est déjà un peu en train de se faire, mais on espère de faire ça l'année prochaine. Et puis, il y a aussi une analyse situationnelle qui est prévue pour les prochains mois. Et on va simplement demander à la communiqué qui se focalise sur les mesures de la planification familiale, quelles sont vos difficultés pour pouvoir accomplir vos objectifs dans l'optique d'organiser ce sommet donc, sur les mesures de la planification familiale en 2024. Bon, ça a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais voulu, mais on en arrive aux questions et réponses. J'espère que j'aurai généré chez vous des questions et je vais lire les questions qui vous avez peut-être déjà posées. Alors, j'ai pas l'impression que le chat du webinaire est ouvert, mais si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat dédié aux questions et réponses. Je crois que vous pouvez lever la main si vous voulez parler. Si vous voulez poser une question, vous pouvez aussi lever la main et le faire oralement. Merci beaucoup, Jason. Je crois qu'il y a des questions et j'invite tout le monde à utiliser la fenêtre de chat et ceux ou celles qui voudraient poser votre question ou apporter un commentaire en personne, disons vocalement, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole. Merci, Kani. Je vois une question dans le chat sur... la question dit, est-ce que vous pouvez clarifier comment est-ce que vous décidez quel pays inclure dans votre rapport de données? Est-ce qu'il faut que ces pays aient pris des engagements ou est-ce qu'il faut être éligible? Alors, tous les pays sont éligibles pour prendre des engagements. Donc, si n'importe quel pays peut s'engager, est-ce qu'on devrait faire un rapport pour le monde entier? Bon, ça, c'est une question qu'on s'est posée. Mais on a l'impression, on a eu le sentiment de ne pas avoir forcément la capacité de faire ça et que ça ne serait pas nécessairement utile pour la communauté. Donc, on a dû faire un choix et on a décidé de rapporter sur les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires de la tranche inférieure des revenus. Donc, ils n'ont pas tous ces pays n'ont pas tous pris des engagements. Ils sont à peu près 40, je crois. Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais ils sont à peu près 40 pays à avoir pris des engagements. Donc, nous, dans notre rapport annuel, on implique ces pays qui ont pris des engagements, mais aussi les autres pays à revenus faibles. Mais si d'autres pays, en dehors de ces pays à revenus faibles, ont pris des engagements, on diffuse aussi des estimations sur ces pays-là. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais on va pour les pays qui ont pris des engagements, on crée des fiches techniques par pays, etc. Mais on fait de notre mieux. Bien sûr, toutes les données ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays, mais on fait notre mieux avec ce qu'on a. Donc, en tout cas, c'est le point de départ pour aujourd'hui. Enfin, pour l'heure, pardon. Il y a une autre question sur
Il y a une question, oui, sur les méthodes traditionnelles dans les pays africains. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Est-ce que on voit des augmentations des méthodes traditionnelles? Oui, alors nous, on observe les tendances, donc sur le plus long terme. Et ma collègue Sharissa Farid n'est pas là à l'heure actuelle, elle est à une autre réunion, mais on voit en réalité des augmentations de l'utilisation des méthodes traditionnelles sur une période de 20 ans. Et même juste entre 2012 et 2021, en général, on voit un déclin des méthodes traditionnelles dans tous les pays qui sont suivis. Il y a certains pays où les méthodes traditionnelles sont toujours prévalentes, assez courantes. Et dans certains pays, en dehors de l'Afrique, il y a même un pourcentage plus élevé. Mais ça, c'est des données agrégées. Donc, si on observe l'utilisation des méthodes traditionnelles et qu'on désagrège ces données en fonction du niveau d'études ou selon des différents quintiles de bien-être économique, vous voyez, il y a des poches, disons, d'utilisation de méthodes traditionnelles. Enfin, je ne peux pas dire que ça a augmenté vraiment sur le temps de manière générale, mais ça demeure important. C'est une dynamique en fait qu'il faut qu'on observe de plus près. Et je crois que vous savez que c'est assez courant au Ghana, par exemple. C'est le cas depuis longtemps, mais c'est aussi très clair dans d'autres pays. Et je crois que notre rapport de 2021, c'est la première fois qu'on a commencé à se focaliser sur les méthodes traditionnelles. Je vous encourage à aller lire ce rapport. Et merci Yacine d'avoir commencé à publier des liens. Je suis pas sûre que peut-être le chat n'était pas ouvert avant, mais merci d'avoir inclus les liens là. Alors, je vois plus de questions maintenant dans la fenêtre des questions et réponses. Donc, je vais essayer de les lire rapidement. Je crois que... Alors, j'ai répondu à la question sur l'éligibilité et sur quel pays nous documentons. Merci Anne pour cette question. Je vois une autre question sur les indicateurs de santé sexuelle reproductive des jeunes et des adolescents et des adolescentes. Comment est-ce qu'ils ont été décidés? C'est une très bonne question. On a travaillé avec... J'essaye de me souvenir en quelle année, mais je crois que c'était en 2017. On a travaillé avec l'OMS et un projet au Centre pour la population de Caroline. Donc on a travaillé ensemble pour rassembler un groupe d'à peu près 100 experts des programmes de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescentes. On a parlé des problèmes, des données, des indicateurs qui manquaient pour documenter ce secteur. Et on a produit donc des commentaires sur les lacunes, sur ce qui manquait. Et on a défini ce qu'on pourrait générer pour combler un peu ces manques. Et donc les données qu'on utilise, ce sont celles disponibles, donc elles sont pas forcément idéales, mais on commençait à réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ces données-là. Aussi dans l'optique des ODD et qui cherchent aussi à améliorer le taux de natalité chez les adolescents, enfin le réduire. Il y a aussi des besoins de ce côté-là. Mais souvent, donc ces indicateurs-là, en fait, indiquent juste un résultat et ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation. Donc ça, c'est un problème qu'on a voulu aussi aborder, bien sûr. Je crois que Sam Seller est là. Sam, oui, est-ce que tu veux parler? Bonjour, Jason. Je me demande comment est-ce que vous
réfléchir aux indicateurs sur le cadre légal et les politiques et l'accès à la planification familiale. Je sais que traditionnellement, on s'est focalisé plutôt sur d'autres aspects, mais disons, on s'est focalisé avant sur l'adoption de la planification familiale, mais comment mesurer, vous savez, l'environnement politique a un tel impact sur ces indicateurs d'utilisation. Est-ce que vous réfléchissez à comment quantifier cet environnement? C'est une très bonne question, merci Sam. En réalité, depuis le début de FP 2020, on réfléchit à ça, comment apporter des données supplémentaires sur l'environnement propice, y compris l'environnement politique, sur la redevabilité. Ça fait longtemps qu'on en parle. l'USAID a financé l'indice sur la planification familiale, sur les informations de la planification familiale. C'est une enquête en fait qui était destinée aux informateurs clés dans différents pays. Et il y a d'autres acteurs qui travaillent là-dessus. Je crois qu'il y a le NCIFP, qui est une autre enquête qui a lieu de manière aussi régulière, qui évalue les politiques, la redevabilité. Je crois qu'on parle ici de... Est-ce qu'il y a des mécanismes pour rapporter et pour signaler des violations des droits humains? Est-ce qu'il y a un système en place? Est-ce qu'il y a des politiques restrictives ou favorables, etc. C'est un travail qui est en cours, mais qui dépend entièrement des ressources et des investissements de la Fondation Bill et Melinda Gates et du projet Track 20. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que Track 20, pour nous, il reste un partenaire fondamental dans notre travail. Et on sait que beaucoup des données qu'on met à disposition du public dépendent de ces partenariats. Et je crois que c'est important. De rendre un peu plus visible ces partenariats. Et je pense que c'est important que ce soit plus clair, qu'on mette ces données de manière plus accessible à plus de monde. Je crois qu'il y a une question sur... je crois qu'il y avait une question. Je ne sais pas si vous pouvez allumer votre micro et parler. Ça serait bien d'entendre votre... je crois que c'était une question de Jacob. Oui, Jacob, vous êtes là à l'écran, donc si vous voulez, vous pouvez allumer votre micro. Oui, alors ma question, en fait, a déjà été répondue par Émilie. Je crois que, en fait, votre présentation était vraiment fascinante et sur les processus et l'évolution des mesures entre FP 2020 et 2030 et le travail du groupe de travail de PME et vos projets aussi pour l'avenir, c'est vraiment très intéressant. Mais quand on parle des données au niveau et de la prévalence contraceptive au niveau des pays, j'ai l'impression qu'on a besoin que chaque pays a besoin de plus de données détaillées dans leur pays pour se rendre compte dans quel domaine ils font des progrès ou pas. Donc, est-ce que vous aurez des rapports au niveau national? Et je crois que... Il me semble que sur le site web de FP 2030, ce sera disponible, mais voilà, simplement savoir si ce sera publié sur le site ou pas. Je crois que ce sont des ressources vraiment très importantes et il faut les rendre plus largement disponibles. Et merci, Dr. Brandmer. Merci, Jacob. Et merci, Emily, aussi. C'est exactement ce que je voulais dire.
on, dans notre rapport, bien sûr, on peut pas tout mettre. Ça devient assez difficile d'avoir la même profondeur des données pour chaque pays. Donc, comme Émilie le disait dans le chat, les pays utilisent ces données et peut-être qu'on l'inclut pas dans le rapport annuel qui est un peu... en fait, notre rapport annuel, c'est juste pour encourager les pays à réviser leurs données. On sait que c'est pas suffisant, mais c'est pourquoi après, chaque pays doit vraiment se focaliser Lastly, I think there's a sur son follow-up propre question. One processus. that quickly. Je crois qu'il y a une autre question For researchers for further research work. sur la recherche. Alors, toutes nos données sont disponibles sur le site internet de FP 2030 et les rapports des pays. On a des fichiers Excel que vous pouvez télécharger par indicateur et par pays. Ça, c'est à votre disposition. Si vous avez aussi des requêtes de données spécifiques additionnelles, n'hésitez pas à nous contacter. Par exemple, sur les intervalles de confiance, c'est aussi disponible. Et on encourage bien sûr d'utiliser ces données. On est aussi en train de réfléchir à de nouveaux formats et à une nouvelle façon de présenter les données, un centre de visualisation des données. Mais en attendant, pour l'instant, vous pouvez avoir accès. Merci Akani. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais il y a une question que j'ai vue sur comment s'impliquer dans cette conversation de manière plus générale. Et alors nous, on va faire la publicité du sommet, bien sûr, du sommet qu'on prévoit en 2024, sur la série aussi de discussions. On encourage nos partenaires à participer davantage à ces discussions. Donc, on aura plus d'informations bientôt sur ces prochaines rencontres, ces opportunités de converser, également à travers l'ICFP, etc. Et merci vraiment à tous et à toutes de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter notre travail. Vraiment, merci beaucoup. Merci Jason, merci pour cette présentation qui a été brillante et puis merci d'avoir bien voulu participer à la discussion après et répondre aux questions. On se réjouit d'avance de continuer à travailler en partenariat avec FP 2030. Et je voudrais donc remercier personnellement tous les participants et participantes pour votre temps. Je vois, voilà, merci beaucoup. Alors, on va organiser un webinaire comme ça tous les derniers mercredis de chaque mois. La prochaine fois, le docteur Chilanga va vous présenter son travail à l'UNFPA. Et voilà, je suis heureux qu'on ait l'opportunité de poursuivre cette conversation. Et merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup, Jason. On va publier cette présentation sur notre site internet aussi. The lecture with PDF it and we make it available. Thanks so much. Yeah, thank you. Take care. Thanks.